Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, nous voici réunis pour cette quatrième session de Facebook Live, où, dans la continuité de la session précédente, on va traiter des prairies à flore variée, avec cette fois-ci plutôt une entrée autour de la valorisation au pâturage. Donc, comme les fois précédentes, hein, un exposé en trois temps. Un premier temps, on va vous dérouler une présentation, suivie d'une petite vidéo en immersion sur le site de la ferme avec du visuel sur la problématique qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui. Et enfin, un temps d'échange avec vous. Alors, petite pure particularité, hein, sur ce live, on aura un invité surprise. C'est Jérémy Idoué de l'Institut de l'élevage qui travaille sur la ferme expérimentale de Jalony en Saône-et-Loire, qui viendra partager avec nous les travaux qu'il mène actuellement sur cette ferme expérimentale, et on verra qu'ils sont assez complémentaires de ce qu'on peut faire sur la ferme de Torigny. Alors, en guise d'introduction, un petit point rapide sur la ferme. Donc, vous dire que la ferme, c'est toujours la même en fait depuis les trois derniers labs. Donc, ce qu'on va vous proposer en fait, c'est que si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur comment est organisée la ferme, c'est de vous référencer en fait aux trois lives précédents. Dire que bon, elle est toujours en agriculture biologique, il y a toujours des vaches allaitantes, les potentiels de sol sont toujours modestes et du coup, on a beaucoup travaillé sur la notion de prairie et de prairie à flore variée, riche en légumineuses, essentielle à l'équilibre de système. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur cette problématique autour du pâturage et le pâturage de prairies dites à flore variée. Alors, au niveau du pâturage, l'objectif, il est simple, hein, c'est d'arriver à optimiser cette ressource fourragère. Et comment on arrive à l'optimiser? C'est d'arriver à produire le maximum de croix de bovins, en fait, par hectare de prairies à disposition. Donc, pour cela, en fait, on utilise des prairies à flore variée, hein, qui ont de nombreux avantages, des avantages en termes de productivité, en termes de valeur nutritive, des avantages aussi économiques, environnementaux, des avantages en termes d'image qu'on peut renvoyer à la société. Et tous ces avantages, ils sont mobilisés. En fait, on arrive à les faire ressortir à condition de bien exploiter ces prairies. Et c'est là qu'on peut reprendre une phrase assez célèbre d'André Voisin, qui date un peu, hein, 1957 maintenant, qui va dire qu'en fait, une belle valorisation de la prairie, ça va être l'art de se faire rencontrer la vache et l'herbe au bon moment. Alors, pour ce faire, on a deux objectifs, hein. Le premier objectif, ça va être de trouver la meilleure adéquation entre qualité et quantité à un instant donné. Et deuxième objectif, ça va aussi de se dire que nos prairies, certes, elles sont pâturées, mais certaines d'entre elles sont pâturées et fauchées. Fauchées pour faire des stocks, parce qu'à des moments de l'année, on ne va pas pouvoir nourrir les animaux qu'au pâturage. Donc, dans la stratégie de pâturage, on doit avoir ça en tête, l'idée de la faire pâturer, mais aussi d'être en mesure de produire des stocks pour nourrir les animaux pendant les périodes hivernales et aussi estivales. Voilà, donc Bertrand va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, pour illustrer ce que vient d'exposer un peu Julien, donc comment optimiser un peu le pâturage, on va se retrouver un peu sur les mêmes clés d'entrée qu'on voyait sur les prairies à fleurs variées, en se posant les questions de ce qu'on va pouvoir faire en termes de mise à l'herbe. Ensuite, comment on va gérer cette flambée de pousses avec justement ces excédents qu'on va aller récolter. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller prolonger un peu le pâturage en début d'été? Et puis, quelle valorisation on peut faire du pâturage à l'automne? Et donc la première courbe, la courbe verte, reprend la courbe de croissance en fait de l'herbe qu'on a sur la ferme. Donc elle est effectivement loin d'être linéaire. Donc on a une offre qui est variable, hein, qui va être fluctuante au niveau de l'année. Donc une des premières adaptations, hein, là c'est des chiffres vraiment des grands repères, mais en grande masse d'un point de vue système, ce qui est possible de faire, allouer une surface différente pour s'adapter à cette fluctuation de pouce en fonction de l'année. Donc là c'est des grands repères en art par UGB avec donc 55 arts par UGB à la mise à l'herbe qui va correspondre voilà, à une offre qui va d'ailleurs, quand on regarde après en dessous le graphique qui vous est présenté en dessous, c'est en fonction de cette pousse et en fonction de la surface qu'on met à disposition, l'offre d'herbe pâturée en fait dans la ration.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec 55 arts comme ça en début de printemps, on couvre à peine l'offre d'herbe pâturée, mais celle-ci va être comblée en fait par les jours d'avant, tout ce qu'on aura accumulé avant la mise à l'herbe. Mais ça, Julien reviendra en détail là-dessus. Ensuite, effectivement, on se retrouve sur notre gestion, notre pousse de l'herbe, notre flambée à gérer. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle des phénomènes de débrayage et des parcelles qui vont être récoltées. Néanmoins, on observe quand même qu'on garde quand même une offre d'herbe pâturée qui est légèrement supérieure à 100% de l'ingestion de nos bovins, qui est plutôt autour de 120% de leur ingestion. Pourquoi? Parce qu'on va accumuler un petit peu d'herbe quand même sur ces prairies pâturées. Elles vont pas toutes être fauchées. Pourquoi? Parce qu'on voit très vite que cette pousse de l'herbe décroît assez rapidement à partir de la mi-mai et que donc il va falloir essayer de garder un petit peu d'herbe sur les parcelles pour pouvoir prolonger le pâturage, au moins sur la phase de juin, et puis pour attendre après les repousses des fameux paddocks débrayés à partir de juillet. Ensuite, la surface, donc là on passe à 80 arts par UGB parce que là on récupère à la fois les prairies qui auraient été préalablement fauchées et qui vont être réintégrées ensuite dans le circuit de pâturage. On a aussi nos implantations de prairies sous couvert, on récupère nos prairies sous couvert à ce moment-là sur cette période d'été-automne. Néanmoins, comme on voit que la croissance de l'herbe est vraiment très très limitée sur l'été, hein, l'offre, elle va dépasser, allez, elle va représenter à peu près 50% de la ration. L'offre d'herbe pâturée va représenter 50% de la ration et le reste sera plutôt fait sur des stocks, sur de l'affouragement. Et puis après, on a l'automne. Alors l'automne, ça peut être assez variable, mais c'est vrai qu'on peut avoir une contribution très significative en fait de l'herbe. Pourquoi? Parce qu'on alloue quand même une surface relativement importante et qu'une faible variation, gagner 5 à 10 kilos de croissance sur l'herbe, et ben tout de suite, ça peut représenter une part non négligeable de la ration des animaux, parce que effectivement, on a une surface qui est un petit peu plus importante. Donc là, l'idée un petit peu de cet après-midi, c'est de rebrosser ces 4 grandes phases qui vont nous permettre justement d'optimiser le pâturage. Un des premiers des travaux qu'on a effectués, c'est aussi d'aller un peu plus finement sur l'évaluation des besoins des animaux sur la période de pâturage. Voilà. Alors, ces besoins des animaux, en fait, ils sont dépendants de plusieurs critères. Le premier, ça va être la race, qu'on va coupler à l'âge et aussi au stade physiologique des animaux. Ces trois indicateurs vont nous permettre de déterminer un poids moyen des animaux. Et en fonction de ce poids, en fait, avec un jeu d'équations qui a été travaillé et mis en place par l'INRA, on va déterminer des besoins pour satisfaire en fait les besoins des animaux. Face à ces animaux, on a une flore, donc des prairies avec différentes natures, différentes flores. Il peut y avoir sur ces prairies différentes conduites, donc on peut intégrer des intrants et aussi des techniques de pâturage qui font que potentiellement on fait plus ou moins exprimer le potentiel d'une prairie. Donc l'idée, ça va bien être de mettre en adéquation en fait ces besoins des animaux sur un pas de temps donné avec le potentiel de la prairie sur le même pas de temps donné. Alors ça, nous, on a essayé de le quantifier la quantité d'herbe utilisée par les animaux. Alors qu'est-ce qu'on entend par la quantité d'herbe utilisée par les animaux au pâturage? Elle correspond en fait à la quantité d'herbe ingérée, mais aussi par la quantité d'herbe souillée. Au moment du piétinement, quand les animaux se couchent, on sait très bien que pendant l'action de pâturage, il y a une quantité d'herbe qui est gaspillée, même si l'objectif est qu'elle soit la plus minime possible. Alors pour ça, on a mis un protocole en place sur la ferme pendant 6 années, où à chaque entrée d'un lot sur une parcelle, en fait, on réalisait une quantification de la biomasse présente en entrée avec une mesure herbomètre, qu'on couplait à une mesure de densité, en fait, donc un prélèvement qui nous permettait d'avoir une biomasse. Et le tout couplé aussi avec une mesure de pousse de l'herbe sur un pas de temps donné, donc sur le pas de temps du pâturage, en fait, nous permettait de quantifier la quantité d'herbe utilisée par les animaux. Donc vous avez la formule en dessous, hein, c'est bien la hauteur d'entrée au pâturage moins la hauteur de sortie, multiplié par la densité. Alors là, on a écrit densité théorique. En fait, c'est parce que pendant 3 ans sur ce programme, on a utilisé des densités théoriques et après, on a utilisé des densités réellement mesurées dans chaque parcelle. Et auquel, en fait, on associe un demi de la pousse de l'herbe. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand les animaux pâturent, et ben, en même temps, on a de l'herbe qui pousse. Et donc ça, ces quantités d'herbe utilisées par les animaux, ensuite, on les a mis en relation avec nos animaux et avec leurs performances zootechniques. Donc si on regarde, on a donc cherché à estimer le besoin de ces animaux. On a travaillé plus précisément sur les 2 catégories de bovins, donc pendant 6 ans, sur les couples mervaux en vélage d'automne et sur les couples mervaux en vélage de printemps.
On était sur notre conduite en pâturage tournant, donc là on se retrouve on va dire en plein pâturage au printemps, sur des rotations aux alentours de 5 à 6 parcelles. On est sur nos prairies à fleurs variées où on échangeait la semaine dernière dessus, hein, 2 graminées et 3 légumineuses, fétuques, RGA, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier. Donc on est sur des rythmes de pâturage relativement lents, autour de 35 jours de repousse. On essaye de valoriser au maximum, de situer au maximum de la courbe exponentielle de la croissance de l'herbe pour essayer de tirer un maximum de biomasse. Et les changements de parcelles s'opéraient en fonction de la hauteur, et on était sur un repère sorti à hauteur de 5 cm herbomètre. Et donc ensuite, donc on avait une quantification de l'offre, ce qu'a présenté Julien avec la formule qui vous a été présentée tout à l'heure. Et puis on regardait un petit peu ce qu'on exerçait en termes de pression au pâturage. Et là, on va dire l'indicateur le plus fiable et celui qui nous a donné la meilleure quantification de l'herbe disparue, c'était d'exprimer en fait des grammes de matière sèche d'herbe disparue par le kilo de poids métabolique qui était appliqué sur chaque parcelle par jour, avec une corrélation finalement assez forte entre le poids des animaux, l'ingestion des animaux et donc la quantité d'herbe qui était disparue à chaque passage. Alors ça nous a permis ensuite de construire la BAC, et donc c'est le tableau que vous voyez sur la droite, où ça nous a permis de préciser un peu mieux en fonction des types d'animaux et des catégories animales. Par exemple, sur les vélages d'automne, quand on a des vaches qui sont plus près de 700 kg et des veaux qui sont autour de 200-250 kg, par rapport à nos vélages de printemps qui sont plutôt aux alentours de 650 kg et des veaux entre 100 et 150 kg en période de pâturage. Ça a permis de mieux affiner en fait le besoin de ces animaux. Et ensuite, la deuxième clé d'entrée de cette approche-là, c'est aussi de pouvoir avoir une ordre d'idée des arts à mettre à disposition à chaque couple pour passer cette période de printemps en plein pâturage en fonction du potentiel des prairies. Donc voilà, si on est plutôt sur des prairies autour de 4 tonnes, il faudra allouer une surface beaucoup plus importante que sur des prairies où on a des potentiels plus importants, notamment là si on prend le cas extrême autour de 8 tonnes, on aura besoin de mettre une surface à disposition pour être en 100% pâturage beaucoup moins importante. Donc ce premier travail, voilà, caractériser l'offre et derrière voir un peu la pression que vous pouvez exercer, nous a permis de déterminer un indicateur qui est très lié en fait au poids des bovins et qui nous a permis d'affiner un peu ces recommandations en termes d'art à mettre à disposition, de surface à mettre à disposition pour être sur un plein pâturage sur la phase de printemps. Voilà pour les calculs théoriques. Alors après, on arrive dans le concret. Donc le concret, en fait, le début de la saison de pâturage, c'est cette mise à l'herbe. Donc en troupeau allaitant, la mise à l'herbe, elle ne se gère pas comme en troupeau laitier. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure de déprimer toutes les parcelles. Alors pourquoi on n'est pas en mesure de déprimer toutes ces parcelles? Parce que bien souvent, dans la grande majorité des cas, en fait, l'herbe pâturée représente le plat unique des animaux. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait suffisamment d'herbe sur pied pour nourrir les animaux avec un régime 100% herbe pâturée. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire des mises à l'herbe à des hauteurs herbomètres autour de 6 cm sur des demi-journées avec un affouragement en bâtiment en cohérence avec la quantité d'herbe proposée au pâturage. Donc du coup, il nous faut un stock minimum d'herbe sur pied. On parle d'être entre 15 et 20 jours d'avance. Alors ça, ce critère, cet indicateur, il est toujours discutable, hein, il dépend de beaucoup de choses. Et il dépend aussi surtout de la problématique de la portance, qui est le premier critère de régulation de la mise à l'herbe dans beaucoup d'exploitations. Alors du coup, ça nous conduit à exploiter des premiers cycles qui sont très différents. On peut avoir des premiers cycles vraiment en mise à l'herbe. Là, on est à des hauteurs herbomètres relativement intéressantes d'un point de vue valeur nutritive. Donc, vous voyez, on va être à 166 grammes de MAT pour 1,07 UFL par kilogramme de matière sèche. Donc là, on est sur du 8 cm. Mais on peut arriver aussi à des fins de premier cycle où on se retrouve avec des parcelles à 16 cm herbomètre. Voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec des moins bonnes valeurs nutritives. Alors, ouais, elles sont moins bonnes, elles restent tout à fait satisfaisantes et toujours de très très bonne qualité pour assurer de bonnes performances zootechniques. Donc, du coup, on a bien en fait une organisation pratique de cette mise à l'herbe pour des raisons de travail et de valorisation quantitative de l'herbe au détriment de la valeur nutritive, mais qui ne va pas jusqu'à pénaliser la performance zootechnique. Alors, deuxième élément, donc là, effectivement, on a notre première phase
de mise à l'herbe. Donc on fait notre premier tour sur la mise à l'herbe et puis se pose les questions après en termes de débrayage et les conséquences que ça peut avoir après sur la poursuite du printemps et sur la cinétique en fait d'évolution à la fois de la croissance de l'herbe et de la disponibilité en herbe. Donc là, ce qu'on vous a proposé sur ce graphique-là, c'est de regarder un peu l'évolution des hauteurs entrées en fait sur chaque paddock pâturé en fonction de ce qu'on va appliquer en termes de pression au pâturage et là qui est mis en fait par des arts accessibles, enfin par des arts mis à disposition par UGB. Et en prenant trois cas de figure, un premier où on aurait une offre assez importante en fait à la mise à l'herbe, c'est ce qu'expliquait un peu Julien tout à l'heure, où là on serait autour de 70 arts par UGB. Et ensuite on applique aux alentours de la mi-avril un débrayage des paddocks pour redescendre à 38 arts par UGB. La conséquence de ça, c'est qu'effectivement, avec 70 arts par UGB, on va accumuler beaucoup d'herbes en fait sur le début de printemps. Et on va avoir beaucoup de surface et on va avoir des hauteurs d'herbe qui vont pas arrêter de croître, qui vont pas arrêter d'augmenter. Et on va se retrouver sur des hauteurs relativement élevées. Et en fait, on va pas pouvoir passer sur l'ensemble des parcelles pour effectuer un bon déprimage. Et ensuite, on va se retrouver avec des hauteurs d'herbe relativement soutenues. Le cas contraire, le cas un peu extrême, c'est la courbe qu'on a en jaune, où là, effectivement, on va plutôt mettre 55 arts à disposition qui correspond à peu près à la consommation en fait, des animaux avec la cinétique de croissance de l'herbe au moment de la mise à l'herbe. Et ensuite, là, on effectue un gros débrayage parce qu'on redescend à 30 arts, à 30 arts par UGB. Alors la conséquence, c'est qu'effectivement, pendant une certaine période, c'est vrai que sur la période de mi-avril jusque pratiquement à la fin mai, là, on va avoir quelque chose de très très bon en termes de qualité. C'est-à-dire que sur nos paddocks, on va rentrer sur de l'herbe qui va être autour de 11 cm de hauteur, parce qu'on en aura sorti un maximum, celle qui était supérieure à 12 cm. Par contre, la conséquence, c'est qu'effectivement, comme on a moins de hauteur, on a moins de croissance aussi, ça tire un peu moins la croissance, et on va se retrouver sur un phénomène qu'on appelle de l'accélération en fait à contre-pied. C'est que plus ça va aller, plus on va consommer rapidement nos paddocks, donc on entrera sur des hauteurs de moins en moins élevées, et ce stock d'air va diminuer très très rapidement, quitte à terminer en fait, aux alentours de la mi-juin, on va se retrouver avec plus d'herbe et on n'est pas sûr à la mi-juin de pouvoir avoir récupéré les paddocks qu'on a débrayés. Donc c'est pour ça qu'on a un peu une situation un peu intermédiaire, où on va partir effectivement sur une offre limitée à 55 arts à peu près à la mise à l'herbe. On ne va pas débrayer l'ensemble des paddocks et on va accepter de rentrer un petit peu plus haut sur certains cycles, aux alentours de la mi-mai jusqu'à la fin mai, pour cumuler un petit peu de stock d'herbe sur pied et pour pouvoir prolonger en fait notre pâturage. Donc déjà d'avoir un petit peu de stock d'herbe sur pied, ça va nous maintenir un peu notre niveau de croissance. Et puis derrière, ça va nous permettre d'avoir des stocks d'herbe pour terminer le pâturage plutôt jusqu'à la fin juin, début juillet, et là être sûr de pouvoir récupérer une partie des paddocks qu'on aura débrayés. Voilà un petit peu une illustration concrète de ce qu'on peut être fait en termes de débrayage pour essayer de prolonger au maximum la saison de pâturage en acceptant effectivement à un moment donné de cumuler un petit peu d'herbe et de rentrer peut-être un petit peu plus haut en termes de hauteur entrée sur les paddocks aux alentours de du courant mai, sur le courant du mois de mai. Donc, à travers ces propos de Bertrand, vous avez très bien compris l'enjeu de la gestion de ce deuxième cycle. Donc, on va faire simple et pour un peu gagner du temps. Donc, en gros, on a deux stratégies qui s'offrent à nous. Soit on a une stratégie de maximisation de la qualité de l'herbe. Donc, dans ce cas-là, on va se permettre de débrayer un maximum de parcelles et de piloter plutôt avec des hauteurs d'entrée qui vont se situer entre 10 et 12 cm. Du coup, on sait qu'on ne va pas optimiser la quantité en instantané, et on voit que les conséquences peuvent du coup derrière être importantes sur une offre d'herbe plus disponible en fin de saison de pâturage. Et enfin, plutôt une autre stratégie qu'on aurait plutôt tendance à vous conseiller aujourd'hui en troupeau allaitant, c'est une stratégie à maximiser la quantité d'herbe. Alors pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a des prairies qui sont relativement riches en légumineuses. Pour rappel, on est bien sur des prairies à fleurs variées qui présentent des valeurs nutritives tout à fait satisfaisantes, même si on atteint des hauteurs de 15-16 cm mesurées à l'herbomètre. Bon, néanmoins, il faut toujours veiller à limiter les refus potentiels, qui peuvent être dus à plusieurs choses, et toujours bien garder en tête que cette notion de débrayage, elle est quand même essentielle pour derrière avoir des belles prairies bien pâturées, mais aussi pour faire des stocks pour la ration hivernale et la ration estivale. Donc, si on illustre ce que ça peut donner maintenant en termes de performance sur les animaux, donc cette conduite-là qui est appliquée, donc là on se retrouve sur nos prairies à fleurs variées avec le pâturage tournant. Donc sur nos couples mervaux en vélage d'automne, on est sur effectivement 6 à 7 parcelles qui sont mises à la disposition à la mise à l'herbe. On a un débrayage de 2 paddocks en moyenne pour tourner autour de 5 parcelles après le déprimage.
Et ici, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a quand même une forte variabilité hein, entre 38 arts à 48 arts par couple, qui est lié plutôt au potentiel des prairies, hein. C'est ce qu'on voyait un peu tout à l'heure, ce tableau à double entrée entre le besoin des animaux et puis derrière le potentiel des prairies, qui fait varier quand même les surfaces mises à disposition pour les couples mervaux. Et donc là, on est sans complémentation au pâturage, hein. Les veaux sont complémentés pendant la période de bâtiment, mais après on arrête la complémentation en période de pâturage. C'est vrai qu'avec de sevrage, voilà, aux alentours du 15 juin sur ces veaux, on a des performances qui sont très très satisfaisantes, hein. Sur les mâles en croissance, on va être sur des GMQ de l'ordre de 1186 grammes de GMQ. Sur les femelles, un petit peu plus de 1100 grammes. Et on a bien des mères là, voilà, qui ont passé un peu leur pic, on va dire leur pic de lactation pendant la période hivernale et qui donc sont en reprise d'état et en reprise de poids par rapport avec cette technique de pâturage, quoi. Et donc tout de suite, nous allons retrouver notre collègue Jérémy, donc sur la ferme de Jalony, qui va nous présenter leurs travaux autour des couples mervaux aussi en vélage d'automne sur la ferme de Jalony. Donc Jérémy, je te passe la main tout de suite. Oui, merci Bertrand. Donc bonjour à tous. Donc je vais maintenant vous présenter des travaux qui sont conduits sur la ferme expérimentale de Jalony et qui portent sur la complémentation hivernale de veaux mâles nés à l'automne, avec un petit zoom particulier sur la conduite des veaux et notre dispositif au pâturage. Donc tout d'abord, la ferme de Jalony en quelques chiffres. Donc c'est une ferme qui est localisée en Bourgogne, dans le département de la Saône-et-Loire. L'exploitation est située dans une zone herbagère en plein cœur du bassin à l'étang charolais, au nord-est du Massif central. L'exploitation est conduite selon un système naisseur charolais herbagé, donc producteur de maigre, avec 140 vaches charolaises. La SAU est de 215 hectares, dont 95% de cette surface est conduite en prairies et principalement des prairies permanentes. Et l'exploitation est structurée en deux systèmes de production, avec un troupeau conduit en vélage d'automne, donc des vélages qui vont de août à fin octobre, et un second troupeau conduit en vélage de printemps, de fin d'hiver, avec des vélages allant de mi-février à début avril. Donc, dans le cadre de notre système d'automne, l'objectif est de mettre sur le marché des jeunes broutards de 380 à 400 kg vifs qui sont vendus à l'âge de 9 mois fin juin pour le marché italien. Donc, pour produire ce type d'animal, donc la croissance visée sous la mère entre la naissance et le sevrage est de 1300 grammes par jour. Et pour atteindre ce niveau de croissance-là, le prérequis est d'abord d'assurer une bonne alimentation des mères pour exprimer derrière tout leur potentiel laitier. Donc, nos travaux visent à répondre à deux grandes questions. Donc, tout d'abord, quel est le niveau optimum de complémentation sous la mère durant la phase hivernale? Et une deuxième question au pâturage qui vise à voir quelle économie de concentré au pré grâce à la mise en place d'un pâturage tournant. Donc, pour répondre à ces deux questions, on a déployé un dispositif expérimental sur la ferme. Donc, les animaux supports étaient de race charolaise. Donc, ce sont des veaux mâles qui sont nés à l'automne durant le mois de septembre. Et nous avons constitué deux lots de 12 couples mère-veaux, donc qui sont allotés selon un certain nombre de critères, comme le poids, l'âge du veau ou encore sa croissance jusqu'au début de l'expérimentation. Donc, sur la période hivernale qui s'étend de novembre à mars, l'objectif est de comparer deux niveaux de complémentation avec un lot conduit avec un niveau de complémentation haut, donc à hauteur d'1,5 kg d'aliments pour 100 kg de poids vif, et un second lot conduit en parallèle, donc c'est notre lot complémenté bas à hauteur d'1 kg d'aliments pour 100 kg de poids vif. Donc les animaux, en plus du lait de leur mère, donc reçoivent semage fermier, donc qui est composé à 50% d'orge, 25% de pulpe de betterave déshydratée, 23,5% de tourteau de colza et 1,5% d'AMV. Donc c'est un aliment qui est distribué 2 fois par jour, matin et soir. Et les veaux mâles ont également à disposition en libre service un foin fibreux et appétant distribué à volonté. Et donc l'idée sur la phase d'hivernale,
c'est de ne pas dépasser 4 kg de concentré par tête et par jour pour notre lot complémenté eau, pour derrière ne pas pénaliser les croissances sur la phase de pâturage. Donc sur notre période de pâturage qui s'étend d'avril à juin, donc nous avons fait évoluer notre dispositif depuis 2019, puisque sur les saisons 2016 et 2018, nos deux lots hivernaux étaient en fait regroupés en un lot unique qui était conduit sur deux grandes parcelles. Et depuis 2019, on a maintenu ces deux lots séparés au pâturage, donc selon un pâturage tournant sur 3-4 parcelles, pour en fait caractériser un peu plus finement les effets de la complémentation hivernale au pré et voir si également notre lot bas faisait de la croissance compensatrice au pâturage. Mais dans les deux cas de figure, les veaux au pâturage sont complémentés aux nourrisseurs, donc avec un plafond à 3 kg de mâche par veau et par jour. Donc, concernant nos suivis de l'eau de veaux au pâturage, donc nos parcelles, donc, qui sont des prairies permanentes en forte majorité, sont organisées autour de deux circuits de pâturage distincts. Donc, chaque circuit de pâturage possède un lot de 11 couples mère-veau, ce qui nous donne 14,3 UGB par circuit. Donc, il s'agit d'un pâturage tournant simplifié, avec dans chaque circuit de pâturage 3 parcelles dès le lâcher, puis passage à 4 parcelles par circuit, une fois qu'on a fauché en fait la quatrième parcelle. Le niveau de chargement est identique entre nos deux circuits. Nous sommes à 33 AR par UGB à la mise à l'herbe, pour passer à 40 AR par UGB après l'agrandissement avec la quatrième parcelle. Les mesures de hauteur d'herbe sont réalisées à chaque entrée et chaque sortie de parcelle. Et donc cette année, la mise à l'herbe a pu avoir lieu le 25 mars dernier à une somme de température de 400 degrés jour. Donc si on regarde maintenant les performances qu'on a pu obtenir sur notre première année d'essai en 2019, on voit que finalement la mise en place d'un pâturage tournant, donc ce qui permet de gérer une herbe de meilleure qualité en maîtrisant plus finement les hauteurs entrées-sorties, permettait d'obtenir de très bons niveaux de croissance chez nos veaux, puisque ces niveaux-là ont été compris entre 1600 et 1700 grammes par jour, contrairement à notre dispositif précédent. Et le pâturage tournant a également permis de réaliser de réelles économies de concentré par veau, qui s'estime à 100 à 170 kg de concentré économisé par veau par rapport à nos années précédentes, où nous étions sur un dispositif avec deux grandes parcelles. Donc ça, ce sont des premiers résultats qui sont très prometteurs, mais qui restent à être confirmés cette année avec notre nouveau dispositif 2020. Merci Jérémy. Donc vous voyez, jalonnier un contexte différent de taurinier dans un système naisseur. Donc la question de la complémentation se pose réellement. Donc nous, on est dans un système naisseur-engraisseur, et donc on va poursuivre l'exposé par deux autres catégories animales, en fait, où on a la possibilité de s'affranchir d'une complémentation au pâturage. Alors, première catégorie, deuxième, après les vélages d'automne que Bertrand vous a présenté tout à l'heure, c'est les génisses en croissance. Donc là, on va passer très rapidement. Vous pourrez mettre sur pause au moment du replay pour revoir les résultats. L'idée, c'est que nos génisses, on peut leur faire de très très bonnes croissances au pâturage sur des prairies à fleurs variées, à condition d'être en pâturage tournant, et que ces niveaux de croissance sont d'autant plus importants qu'on joue sur le phénomène de croissance compensatrice sur la phase hivernale. Donc là, voilà, si vous voulez voir ça en détail, je vous invite à mettre sur pause pendant le replay et à regarder ça, les chiffres qu'il y a dans le tableau, plus attentivement. Autre catégorie qu'on souhaite vous présenter dans cet exposé, c'est les couples mère-veau en vélage de printemps. Toujours qui pâturent des prairies à fleurs variées riches en légumineuses, avec un pâturage tournant, donc 6 à 7 parcelles à la mise à l'herbe, donc il y a 2 parcelles qui vont être déprimées et qui vont être récoltées derrière. Du coup, on se retrouve avec 4 à 6 parcelles après déprimage. Cette fois-ci, dans la situation qui a été étudiée à Taurinier, on avait des chargements qui variaient entre 28 et 45 arts par couple. Ces couples étaient conduits en 100%
pâturage jusqu'à peu près au mois de juillet. Et après, la stratégie, c'est de ne pas complémenter les veaux avec des matières premières, mais plutôt d'alimenter les mères, en fait, pour leur faire exprimer le maximum de potentiel laitier. Sachant qu'en parallèle, c'est bien le lot qui devient prioritaire dans le circuit de pâturage de la ferme et qui bénéficie des meilleures parcelles au pâturage. Donc le tout nous permet en fait de sevrer des animaux autour du 1er novembre, des mâles à plus de 300 kg et des femelles à 276 kg, donc des résultats tout à fait satisfaisants dans un système naisseur-engraisseur. Pour rappel, derrière nous, toutes les femelles, on les met à la reproduction et les mâles sont conduits pour faire des bœufs abattus à 31 mois et autour de 500 kg de carcasse. Voilà, en termes de performance, sur cette phase de pâturage, on observe que les mères, elles reprennent du poids, elles reprennent de l'état. Certes, moins que les vélages d'automne parce qu'elles ont des besoins plus importants. Donc du coup, elles en profitent moins et elles en donnent plus à leur veau avec des niveaux de production laitière qui sont plus importants au pâturage. Et que les croissances des mâles et des femelles sont tout à fait satisfaisantes en race limousine. Voilà, je vais laisser Bertrand conclure sur cette problématique du pâturage sur des prairies à flore variée. Donc, oui, en guise de conclusion, voilà, juste un petit tableau qui présente l'évolution un peu des valeurs alimentaires qu'on a observées. Donc, en cumulant ce qu'on avait réussi à obtenir à la fois sur nos essais analytiques et puis ce qu'on a sur quelques parcelles qui sont en vraie grandeur sur la ferme, qui montrent l'évolution sur 2 types de critères. On s'est focalisé un peu sur les UFL, donc pour tout ce qui est de la valeur énergétique, et puis sur la MAT pour ce qui est de la valeur, on va dire une teneur, une quantité de protéines. Et donc, pour résumer, effectivement, en début, sur toute la saison, on va dire mars-avril, on est plutôt sur des teneurs relativement élevées. Ensuite, on a une petite baisse sur le courant du mois de mai, donc qui est liée à des phénomènes. Il y a de l'épiaison, donc on perd un petit peu en digestibilité, et puis derrière, on a un petit peu de dilution aussi de la matière azotée. On a le mois de juin, où là, le mois de juin, on voit des choses assez particulières, notamment avec l'aspect des coups de chaud quand même qu'on peut avoir, ce qu'on a eu en 2019 là, sur la deuxième quinzaine de juin, avec des épisodes de canicule qui sont assez marqués, qui vont quand même fragiliser un peu, enfin qui vont les graminées vont se protéger, elles vont perdre un peu en digestibilité, ce qui conduit quand même à perdre en valeur alimentaire. Là, on va perdre un petit peu de valeur de digestibilité, de valeur alimentaire, notamment de valeur énergétique. Alors ensuite, on a la période d'été. Alors l'été, là, on l'a mis aussi, on l'a mis orange parce que c'est des étés où on peut avoir de l'herbe, où on a accumulé quelques valeurs quelques données sur la valeur alimentaire de l'herbe à cette époque-là, qui est variable, qui est très variable. Notamment, on le voit un peu sur la teneur en MAT qui va être liée en fait à la repousse des trèfles et à la composition de la prairie. Donc plus on va avoir de trèfles, c'est un peu l'augmentation. Là, en juillet, on peut avoir une augmentation assez significative de la teneur en MAT de ces protéines. Bon, là, on peut avoir de l'herbe de bonne qualité l'été, mais on va dire que voilà, sur la ferme, c'est 1 année sur 4, on peut espérer avoir des passages au pâturage avec ces valeurs à ces niveaux-là. Et puis par contre, ce qui est intéressant, et pour conclure un peu là-dessus, c'est sur la partie un peu automne, où là, effectivement, on a des valeurs qui remontent de manière assez spectaculaire. On a des repousses qui finalement poussent relativement lentement, donc qui concentrent pas mal de protéines, et puis qui ont une très bonne digestibilité, donc à la fois une bonne valeur énergétique et une bonne valeur protéique. Et ce qu'on voyait un peu en introduction, c'est vrai que là, il y a une ressource quand même à valoriser à l'automne, parce qu'on se retrouve souvent avec des surfaces disponibles relativement importantes, un petit peu de croissance, et là, on a surtout quelque chose qui est très intéressant en termes de valeur nutritive. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, on vous propose d'aller voir un petit peu sur la ferme ce qui s'est passé très récemment la semaine dernière sur des changements de parcelles sur 2 lots, le lot du vélage de printemps et le lot vélage d'automne, qui va nous permettre un petit peu de voir en termes de conduite, de hauteur, entrée et de hauteur-sortie, ce qu'on peut avoir sur nos parcelles au pâturage. Donc, rendez-vous tout de suite sur la ferme. Nous voici sur la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, dans une parcelle qui est assez synthétique de tous les échanges qu'on a pu avoir durant les lives qu'on vous a proposés là, depuis 3 semaines maintenant. On est sur une prairie à flore variée, avec une base fétuque, du régras anglais, du trèfle blanc, du trèfle hybride et un peu lotier corniculé. Alors cette prairie... elle a été implantée il y a 2 ans sous couvert d'une association Triticale Pois qui a été récoltée en grains. Et aujourd'hui, elle est pâturée par les vélages de printemps, les couples mervaux en vélage de printemps, dans lesquels on a des animaux croisés. Donc là, les animaux sont entrés dans la parcelle hier.
à une hauteur mesurée à l'herbomètre de 12 cm. Et ils vont rester un certain jour, sûrement une petite semaine, au regard de la surface qu'ils ont à disposition. Nous étions dans la parcelle avec les couples mervaux en vélage de printemps. On a pu échanger sur la hauteur d'entrée au pâturage. Et nous voici dans la parcelle qui accueillait les animaux hier. Donc parcelle bien pâturée, hauteur de sortie 5,5 cm. Donc on vous propose un repère visuel au niveau de la botte pour bien intégrer cette hauteur. Donc l'idée c'est d'aller chercher le maximum de biomasse. Donc on voit hein, là les animaux ont très bien ingéré l'herbe qui était à disposition. On voit encore hein, les légumineuses qui sont présentes. Alors nous voici à présent dans le lot des couples mervaux en vélage d'automne. Donc c'est un lot qui est au pâturage depuis le 10 mars. Voilà. Qui aujourd'hui dispose de 7 parcelles, soit un chargement à peu près de 48 arts, enfin non précisément, 48 arts par couple mervaux. C'est pas très élevé comme chargement, mais en fait il est adapté au potentiel des prairies qu'on leur a mis à disposition. Donc aujourd'hui 7 parcelles qui ont une productivité annuelle moyenne autour de 5,5 tonnes de matière sèche. Voilà. Donc au niveau de l'organisation de la campagne de pâturage, comment ça s'est déroulé? Mise à l'herbe le 10 mars. Donc les animaux sont entrés dans une parcelle qui a été à 8 cm de hauteur d'herbe. Et donc jusqu'au 9 avril, elles ont consommé des jours d'avance qu'on avait en fait. Et puis à partir d'avril, la pousse de l'herbe a dépassé l'ingestion des animaux. Donc voilà, donc ça c'est un lot qui va être conduit à l'herbe jusqu'au sevrage des veaux. Le sevrage il a lieu en moyenne vers le 15 juin. Et en fait ça nous permet de conduire des animaux de façon assez économe. Et puis voilà, donc là l'enjeu c'est d'espérer qu'on ait un printemps suffisamment clément en fait pour avoir une herbe de qualité jusqu'au 15 juin. Eh bien voilà, merci pour ce petit reportage qui nous a permis d'illustrer ces aspects un peu de conduite là autour de notre lot vélage de printemps et vélage d'automne. Donc voilà, on a reçu déjà quelques questions, donc n'hésitez pas à nous faire part, à nous envoyer vos questions, faire part de vos remarques. Et puis, Julien, je te laisse répondre aux Ouais. premiers échanges. Alors, une première question sur la part de concentré. Effectivement, là, on a vu avec le témoignage des deux fermes qu'il y a deux stratégies. En fait, ces stratégies, elles sont liées aux débouchés qu'on a sur les animaux. Dans un système naisseur, on va vendre des animaux maigres, donc en l'occurrence, là, des jeunes mâles, principalement pour l'export ou à destination atelier d'engraissement. On va avoir une stratégie à sevrer des animaux le plus lourd possible, quoi, pour tirer un maximum de gains. En tout cas à l'acte de vente, quoi. Donc là, la stratégie de complémentation, elle est tout à fait envisageable. Dans le système de Torigny, en fait, on est sur un système naisseur-engraisseur, et on voit bien que si on a des belles prairies, surtout qu'on a un pâturage qui est bien organisé, en fait, on arrive à s'affranchir d'une complémentation au pâturage pour toutes les catégories animales, que ce soit les vélages d'automne, les vélages de printemps, et aussi les animaux en croissance. Pour faire le pont avec les remarques qu'on avait de Sarah et puis les échanges que Sarah et Anne-Laure ont eu autour de cette question un peu des stocks d'herbe sur pied. Effectivement, ce qu'on peut penser, c'est qu'avec le contexte de réchauffement climatique, on va avoir une pousse de l'herbe qui va être encore un peu plus fluctuante, avec un pic qui devrait encore être un peu plus exacerbé, on va dire courant avril, et par contre une pousse qui reste de baisser un peu plus fortement, on va dire à partir de la mi-mai, quoi. Alors, un des premiers éléments, peut-être. Alors, c'est vrai que sur cette question de stock d'herbe sur pied, il y a un. Comment dire
il y a deux clés d'entrée. Là, dans ce qu'on vous a présenté, dans le graphique là, qui montrait l'évolution de la hauteur d'herbe et puis l'évolution un peu des jours d'avance, jusqu'où je peux aller en fait en termes de pâturage, il y a déjà une première idée de se dire on va garder un petit peu plus de hauteur qui va nous tirer un peu la croissance déjà et qui va nous permettre, on va rentrer un petit peu plus haut que ce qu'on pouvait avoir en termes de repères habituels, mais néanmoins ça va déjà nous permettre de poursuivre la saison de pâturage. Après, il y a la question vraiment des reports de stock d'herbe sur pied, par définition, qui vont eux être plutôt, alors soit qui vont être la résultante d'un débrayage, qui vont repartir et qui eux vont vraiment être pâturés, on va dire, pour en juillet, pour prolonger un peu notre saison de pâturage. Et là, ce qu'on voyait, là, c'était un peu ce qu'on avait dans la semaine dernière. On a regardé sur des âges même relativement âgés, hein, sur des choses qui avaient 40, 50, 60 jours de repousse. On peut avoir des valeurs nutritives qui sont quand même relativement, qui sont assez bonnes, hein, on le voyait, hein. On arrive à maintenir 0,85 UFL, on arrive à tenir des valeurs en PDI autour de 75-80. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu de légumineuses, hein. Ça, c'est des mélanges où on voyait en moyenne, on était entre 30 et 40% de légumineuses. Donc, ils vont nous permettre de maintenir de la valeur alimentaire. La question qu'on a derrière, il y a deux choses. C'est d'abord, est-ce que, au bout d'un moment, même s'il fait très chaud, est-ce que ça n'a pas tendance vraiment à tout, on va dire, à tout cramer sur début juillet? Et puis, il y a l'autre question qui, effectivement, a été un peu évoquée dans vos échanges, c'est de savoir comment on s'organise en termes de technique de pâturage, parce que là, effectivement, on se retrouve avec une biomasse et des hauteurs qui sont relativement élevées. Donc, pour éviter de gaspillage, comment on peut essayer de mettre en place quelque chose, type pâturage au fil, etc., mais pour qu'on ait une bonne valorisation, parce que sinon, c'est vrai que les animaux, bah, quand ils rentrent dans une parcelle, ils ont tendance à faire le tour de la parcelle. Donc, si on a de l'herbe qui est relativement haute, ça peut conduire quand même à des phénomènes de gaspillage. Donc ça, c'est une question qu'on intègre et voilà, on va réfléchir un petit peu à cette question-là, d'essayer de maintenir du pâturage, parce qu'après, il y a la remarque que faisait Sarah aussi. C'est parfois un peu dommage de se dire, bah, en fait, on va récolter au mois de mai pour des choses qu'on va commencer à distribuer début juillet, quoi. On va tomber dans cet écueil-là, c'est de se dire, voilà, on va mettre de la méca, du fioul et tout pour récolter au mois de mai pour avoir à redistribuer dès le mois de juillet. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver pour essayer de prolonger un peu notre circuit de pâturage sur des animaux, voilà, à besoin, vaches allaitantes, bovins en croissance, donc sur des besoins en termes de densité énergétique et protéique qui soient pas là, on n'est pas sur des bovins en finition en termes de besoins. Autre question de Franck qui nous demande comment sont décidées la taille des paddocks. Alors en fait, le raisonnement, il est le suivant, c'est qu'on se place sur les besoins des animaux sur la phase de plein pâturage et on calcule en fonction de leur poids, en fait, leur poids moyen sur la campagne, qu'on arrive à extrapoler, en fait, la quantité d'herbe dont ils vont avoir besoin, en fait, à peu près, en gros, de fin mars jusqu'à début juin. Et à partir de là, on a une surface qu'on met à disposition des animaux qu'on va subdiviser en différents paddocks. Alors c'est sûr que plus on aura de paddocks, plus on aura de la souplesse. L'idée, c'est de rester dans quelque chose qui nous paraît raisonnable, donc 5 à 7 paddocks par lot d'animaux. Alors ensuite, on a la question, pourquoi ne pas aller jusqu'au pâturage tournant dynamique? Premier élément de réponse, c'est quoi le pâturage tournant dynamique? En fait, il y a la définition claire, on a du mal à tous s'accorder là-dessus. Nous, la priorité, c'est les temps de repousse. C'est-à-dire, vu qu'on veut aller chercher un maximum de biomasse dans chaque parcelle, on veut des temps de repousse qui vont se situer autour de 35 jours en moyenne. Donc là, je vous renvoie vers les courbes que Bertrand vous a présentées tout à l'heure, hein. L'idée, c'est pas de se retrouver à court d'herbe au mois de juin, donc du coup, on va chercher vraiment un maximum de biomasse par parcelle. Et après, le nombre de découpages, eh ben, en fait, peu importe quoi. Ça, c'est le confort de l'éleveur qui peut décider, hein. Si on vient tous les 35 jours, mais qu'on coupe en 20, en 30, en 35, j'ai envie de dire, c'est un peu au choix de l'éleveur. Il n'y aura pas derrière d'impact négatif, en fait, sur la flore ou sur la performance animale. Ok. Une question de Simon. Si redistribution en juin, est-ce qu'on ne peut pas penser à pâturer sur les périodes hivernales? Alors ouais, ce fameux changement climatique où on a des décalages un petit peu de pousse de l'herbe et d'offre de l'herbe sur l'année peut effectivement entraîner des réflexions sur l'adaptation un peu de notre technique de pâturage. Après, la contrainte pour l'instant, ce qu'on a, et ce qui n'est pas toujours évident, c'est des contraintes de portance.
ce qui peut limiter par exemple la possibilité d'aller chercher de l'herbe qui pousserait notamment sur l'automne et d'aller la chercher assez tard. Et en même temps d'aller plutôt la chercher plus tôt sur des mises à l'herbe un peu plus précoces. Donc là, c'est plus la portance sur le pâturage hivernal qui peut éventuellement être un frein. Ça fait partie quand même d'une question de savoir est-ce qu'avec, voilà, en termes de niveau de chargement, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher à valoriser quand même un peu cette pousse hivernale, enfin d'essayer d'aller chercher de l'herbe un peu sur l'hiver. Voilà, une autre question, bah, toujours de Simon. Alors Simon, je ne sais pas si je l'ai bien compris la question, mais où tu nous dis, OK, pour les temps de repousse, quoi, mais le cycle des graminées, c'est bien un temps de présence dans la parcelle. Effectivement, on sait que notamment en deuxième cycle, nous, les graminées, avec la stratégie qu'on met en place, elles sont un peu épiées, hein, clairement, et potentiellement, on a une chute de valeur nutritive. Néanmoins, à travers les résultats qu'on vous a montrés, hein, on a suffisamment de légumineuses dans nos prairies, et je me répète, hein, mais vu qu'on veut vraiment chercher un maximum de biomasse à un instant donné, quoi, et ben, on tolère en fait cette épiaison des graminées parce que ça ne va pas aller perturber la performance zootechnique de nos animaux. Hein. On est sur des couples merveaux, on n'est pas sur des animaux à l'engraissement, on est encore moins sur des vaches laitières. Donc pour l'instant, nous, ça nous pose pas de problème. Et peut-être le deuxième élément aussi sur ces aspects de temps de repousse, les graminées ont des cycles végétatifs un petit peu plus rapides que les légumineuses. Donc la logique, elle est un peu comme ça pour l'instant. Mais c'est plutôt, voilà, c'est la logique du paddock commencé, paddock terminé, donc avec des hauteurs sorties à 5 cm, pour donner justement accès à la lumière aux légumineuses, parce qu'elles prennent pas la lumière de la même façon. Il n'y a pas de redistribution, il n'y a pas de réfractance de la lumière sur des légumineuses par rapport à des graminées. Donc, et on a plutôt une expression en fait des légumineuses plus c'est nos graminées qui démarrent et ensuite les légumineuses qui vont prendre, qui prennent le relais. Mais il faut quand même qu'on ait quand même sorti suffisamment bas pour pouvoir leur donner accès à la lumière et pour qu'elles puissent se développer, quoi. Donc il y a un peu cette logique-là dans ce 35 jours, c'est qu'effectivement, comme on sort bas, bah, le temps que cette cinétique se remette en route, mais c'est aussi de permettre aux légumineuses voilà, d'avoir calmé un peu les graminées et de donner accès à la lumière aux légumineuses pour qu'elles puissent ensuite, qu'on ait des contributions relativement importantes de légumineuses dans les mélanges, quoi. Voilà, bon, on arrive à la fin de cet exposé. Donc, on remercie Jérémy de l'Institut de l'élevage qui nous a parlé de la ferme de Jalony. Merci Jérémy pour ta participation. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live cette fois-ci sur les associations céréales protéagineux récoltées en ensilage, avec des questions autour de la date de récolte, des espèces semées, des quantités semées, voilà, des choses assez intéressantes. Et puis d'ici là, bonne continuation à vous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous et puis à la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt.